Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Le jury du dimanche a le plaisir de recevoir Omar Gueye, ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement, maire de Sangalkam et avant cela, président du conseil rural, donc à l'époque de la même localité. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Mamadou. Je vous remercie de votre invitation et je salue vos auditrices, auditeurs de e-radio et ITV. Oui, communication, porte-parole, Omar Gueye n'a pas attendu longtemps pour imprimer sa marque. Sa trouvaille, le gouvernement face à la presse, un exercice auquel vous soumettez tous les 15 jours vos collègues ministres pour répondre aux questions d'actualité brûlantes. Assiste-t-on alors à une nouvelle ère dans la communication gouvernementale ou s'agit-il juste d'un concept qui va durer le temps d'une rose ou de l'euphorie de la réconciliation politique entre le président de la République Macky Sall et l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, réconciliation marquée d'ailleurs par la formation d'un nouveau gouvernement le 1er novembre dernier. Certains pensent en tout cas, monsieur le ministre, que l'initiative n'ira pas loin. D'autres l'approuvent tout en marquant leurs réserves aussi bien sur la forme que sur le fond. Le jury du dimanche vous reçoit pour vous permettre de vous en expliquer. Votre quatrième portefeuille ministériel d'ailleurs, puisque vous avez eu à occuper l'hydraulique et l'assainissement, le tourisme et les transports aériens, et la pêche et l'économie maritime. Vous êtes spécialiste en protection contre la foudre avec une longue carrière dans le secteur privé, dans le domaine du génie électrique. Alors, la communication du gouvernement, ce concept, le gouvernement face à la presse, qu'est-ce qui le motive pour combler un vide, le temps de la communication? Je vous remercie Mamadou. Vous savez, chez le président Macky Sall, élu au suffrage universel, définit la politique de la nation. Et à partir de ce moment, il exécute avec son gouvernement un certain nombre de projets et programmes pour l'intérêt de notre pays. Il va de soi qu'il est tout à fait naturel qu'un gouvernement puisse communiquer, puisse informer. Et le président Macky Sall tient beaucoup à cette communication gouvernementale. Énormément de choses ont été réalisées dans ce pays depuis son avènement à la magistrature suprême, depuis 2012. Justement, depuis 2012, nous sommes à l'aise la communication gouvernementale est très critiquée. Nous sommes à l'aise aujourd'hui pour communiquer, pour que le gouvernement communique. C'est la raison pour laquelle, en accord avec son Excellence M. Macky Sall, président de la République, nous avons initié ce format de tous les 15 jours de gouvernement, le gouvernement en face de la presse, et pour permettre de manière très libre à la presse, qui est un relais extrêmement important, d'interface entre ce que le gouvernement réalise et les populations, indépendamment de ce que nous vivons au niveau des territoires en termes de réalisation. Je pense que ce concept est un bon concept qui va se pérenniser. Non, ce ne sera pas le temps, ce ne sera pas comme un feu de paille. Cela va se pérenniser sur instruction du président Macky Sall. Le format n'est pas fixe. Vous avez vu vous rendre compte que la première fois que nous avons eu le gouvernement face à la presse, il y avait 8 ministres. Oui. La dernière fois, il y en a eu 2 autour, ou 3 ministres, avec le ministre porte-parole. Et la première fois, c'était 9. Oui, 9. Vous, porte-parole. Oui, c'est en fonction de l'actualité. 9 à 3, est-ce que ce n'est pas un concept qui se cherche? Non, justement, parce qu'à l'époque, il y avait un certain nombre de points extrêmement importants sur lesquels le gouvernement devait communiquer. L'eau et l'assainissement, il y avait un problème, le problème de l'eau. Il y avait aussi le problème de cette maladie-là, des pêcheurs, et la Covid également. L'agriculture, l'immigration irrégulière, etc. Il y avait beaucoup de sujets sur lesquels les ministres devaient donc s'expliquer, s'exprimer et donner le point de vue du gouvernement sur ces questions-là et les mesures prises. Oui. Et cette dernière fois, il y a un problème important en termes d'agriculture, etc. La campagne agricole, arachidière, mais également la pandémie à la Covid-19 qui est en train de reprendre du poil de la bête, donc qui a nécessité également. Il n'est pas exclu que demain nous soyons 3, ou même que ce soit le porte-parole
du gouvernement qui fait face à la presse. En tout cas... Vous ne vous cherchez pas un peu? Parce que vous n'arrivez pas à stabiliser le concept, non? Le concept est stabilisé parce qu'il a été réfléchi. Nous ne sommes pas venus comme ça dire le gouvernement face à la presse. Vous comprendrez bien que, en toute responsabilité, autour de M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, nous avons mûri le concept, nous l'avons étudié, nous l'avons donné un contenu, et en fonction maintenant des urgences, en fonction des points d'actualité, et en fonction des points sur lesquels le gouvernement souhaite communiquer, nous mettrons en place le dispositif, mais c'est un concept qui va continuer, qui va se poursuivre. Comme tel, il n'y a rien que vous allez corriger, rectifier? Vous savez, loin de nous l'idée de dire que dès qu'on fait quelque chose, c'est tout à fait parfait à 100%. L'expérience, quand on dit que quelqu'un a une expérience, c'est qu'il a intégré les choses qui ne se sont pas bien passées par l'expérience. Donc c'est ça. Mais si on tient compte aussi, nous avons aussi l'écoute des uns et des autres, l'écoute de la presse, l'écoute de l'opinion, au sein même du gouvernement, nous analysons, au sein du bureau d'information du gouvernement, nous analysons tout ça et nous chercherons toujours à mettre au devant de bonnes choses pour la population, en tout cas un format qui est très bien, qui est bien pensé pour que le véhicule que nous avons à travers la presse, que ce véhicule puisse être utilisé pour transmettre ce que le gouvernement est en train de faire sur instruction du président Macky Sall pour que l'opinion et la population soient informées de ce que nous faisons. Il y en a qui n'ont pas manqué, notamment des députés de l'opposition surtout, qui n'ont pas manqué de dire mais ce format met entre parenthèses l'Assemblée nationale, le gouvernement est en train de snober les députés alors qu'ils doivent venir devant l'Assemblée nationale, qui représente aussi le peuple. Mais pas du tout. Vous savez, le gouvernement va toujours à l'Assemblée. Je donne un exemple. Pendant plus d'un mois, le gouvernement était à l'Assemblée. Chaque ministre est passé. D'abord en commission, en intercommission, pour expliquer le contenu de chaque ministre, de son budget pour l'année 2020. Et ensuite, les plénières, ce sont des moments très forts de communication. Et les ministres sont à la disposition des députés qui leur posent toutes les questions qui leur semblent être utiles et nécessaires. Et les ministres répondent. Donc, oui, il n'y a jamais eu... C'est le projet de budget, oui, ça c'est normal. Vous savez, le projet de budget... Mais aller devant l'Assemblée nationale pour répondre à des questions d'actualité brûlantes... Les ministres sont disponibles pour cela. Vous savez, si l'Assemblée nationale estime nécessaire d'écouter... un ministre ou de le convoquer sur tel ou tel sujet, oui, le gouvernement est à la disposition de l'Assemblée nationale pour pouvoir en discuter, en débattre. Si nous débattons, si nous discutons avec la presse, si nous sommes face à la presse, mais à plus forte raison, nous serons en face de la représentation nationale. Qui est là, qui vote nos budgets, qui contrôle l'activité également du gouvernement. Donc de ce point de vue-là, Mamadou, il n'y a aucun problème, aucun nuage à ce sujet. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Omar Gueye, porte-parole du gouvernement et l'invité de ce jury du dimanche e-radio ITV. Restons dans la communication. Le projet d'accréditation de la presse à la présidence de la République n'a jamais pu véritablement voir le jour. Après le concept, le gouvernement face à la presse, est-ce que vous envisagez une accréditation des journalistes à la présidence de la République? Vous savez, le président Macky Sall est un homme très ouvert, qui est un homme qui n'est pas distant. C'est un président qui a l'écoute de son peuple, qui a l'écoute de sa population, qui passe tout son temps à travailler, à beaucoup travailler. Nous qui sommes à côté, avons le privilège d'être à ses côtés, nous le sentons, nous le voyons tous les jours. Toujours, hein, il n'a jamais fermé ses portes. Maintenant, c'est lui qui choisit le format sur lequel il compte s'adresser à la nation, s'adresser à la presse, etc. On ne peut pas lui dicter la manière dont il doit organiser sa communication. Ce projet a existé. Comme cela se passe ailleurs, on voit des journalistes accrédités à la présidence de la République. Vous savez, cela se fera au Sénégal vous savez,
Je ne suis pas en mesure de dire ici et maintenant que voilà la stratégie de communication du président de la République. Moi, je suis le porte-parole du gouvernement. Il y a un porte-parole du président de la République, en l'occurrence le ministre Seydou Gueye. Je pense qu'il serait peut-être en mesure de vous répondre de manière précise. Mais tout ce que je sais, moi, en tout cas, c'est que le président de la République n'est pas un homme fermé, c'est un homme ouvert, qu'il a toujours prouvé, qui dialogue toujours, qui discute et puis qui communique en fonction du vecteur de communication qu'il aura au préalable choisi. Et cela a très bien fonctionné jusqu'à maintenant. En tout cas, ce projet d'accréditation des journalistes à la présidence de la République du Sénégal, depuis le président Abdoulaye Wade jusqu'à son successeur Macky Sall, est un projet mort-né. On attend la suite. La recomposition politique en cours, après les retrouvailles entre le président Macky Sall et Idrissa Seck. Idrissa Seck qui a été votre compagnon, vous avez milité ensemble au Rewmi. Après la victoire du président Macky Sall, vous-même, vous avez siégé, et depuis lors d'ailleurs, vous siégez au gouvernement avec M. Pape Diouf à l'époque. Et quand Idrissa Seck a quitté la mouvance présidentielle, vous aviez choisi de rester. Quelle est votre position aujourd'hui par rapport à ces retrouvailles entre le président Sall et l'ancien Premier ministre Seck? Je me félicite de ces retrouvailles. Ah oui? Oui, parce que vous savez, le président du Conseil économique et social, M. Idrissa Seck, c'est vrai, c'est un compagnon de très longue date. Nous n'avons jamais eu de problème personnel. À un moment donné, nous avons eu des problèmes politiques. Vous aviez choisi de le J'ai désavouer. pris mes responsabilités à l'époque, parce que en 2012, j'étais convaincu que le compagnonnage avec le président Macky Sall devrait se poursuivre, pour plusieurs raisons. D'abord, s'il s'agissait de s'opposer, nous nous étions opposés au régime précédent, qui nous a valu beaucoup de choses. Sangalkam, vous vous rappelez, il y a même eu mort d'homme. Nous avons subi plusieurs délégations spéciales que nous qualifions toujours d'anormales. Et il y a eu même mort d'homme, notre frère Malik Ba. Et quand moi j'ai vu le programme du président Macky Sall, j'ai dit voilà l'homme qu'il nous faut dans ce pays-là. Il a une vision très claire du développement. Il est engagé parce que en 2012, il a hérité d'une situation extrêmement difficile au Sénégal. Nous nous rappelons tous des délestages, des émeutes, de l'électricité, etc. Une campagne agricole qui n'était pas préparée. Il avait tracé donc une ligne très claire. Vous étiez encore à Rewmi? Oui, en 2012. Ah oui, vous étiez à Rewmi? Oui, tout à fait. Mais votre leader, Idrissa Seck, était candidat à l'élection présidentielle de 2012. Tout à fait. Au premier tour, moi j'ai battu campagne au premier tour en 2012 pour le président Idrissa Seck, pour qu'il soit élu président de la République. Nous y avons mis nos efforts, tout ce qu'il fallait. Il était question de dire qu'au deuxième tour, celui qui arriverait deuxième, sauf le président Wade, si ce n'est pas nous, alors nous allons le soutenir. Ce qui a été fait. Nous avons battu campagne au deuxième tour pour le président Macky Sall, au deuxième tour. Et quand il a été élu, effectivement, Rewmi a eu 2 ministres dans le gouvernement, Pape Diouf et moi-même. Mais à partir de ce moment, chemin faisant, moi j'ai eu une conviction politique que nous devions continuer à travailler avec le président Macky Sall. Vous, Idrissa Seck était dans l'erreur en quittant la mouvance présidentielle? Pour moi, en tout cas, je ne partageais pas le point de vue de Rewmi à l'époque sur cette décision de se mettre en retrait par rapport à la mouvance Benno Bokk Yakaar, et j'en ai tiré toutes les conséquences. D'aller avec le président Macky Sall. D'abord, j'avais créé un mouvement qui s'appelle Vaste Rassemblement pour le Progrès, et après, ce mouvement s'est fondu dans l'APR. Et depuis lors, je suis donc membre du parti APR, membre du secrétariat national et de la commission de discipline. Mais pour revenir à votre question, je me félicite du fait que Rewmi et le président Idrissa Seck puissent rejoindre
la majorité présidentielle et travailler avec le président Macky Sall. C'est une excellente chose pour le Sénégal. Quel est l'état, mais vraiment, concrètement, de votre relation avec Idrissa Seck? Les relations sont bonnes. Ça, je vous le dis. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas eu de problème personnel avec le président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck. Aucun problème vraiment personnel. Vous ne m'avez jamais entendu parler en mal de Idrissa Seck. Et je ne le ferai pas. Par contre, j'assume mes convictions politiques. Et ma conviction politique actuelle, c'est que c'est une très bonne chose que le président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, deuxième à l'élection présidentielle, puisse se retrouver avec le président Macky Sall. C'est une excellente chose pour le pays. C'est une excellente chose pour la stabilité du pays. Et cela, je le magnifie et je le dis en toute responsabilité que j'approuve cette décision-là. Mais au prix de quoi? D'un renoncement de l'un des deux à se présenter à l'élection présidentielle en 2024. Pourquoi voulez-vous que quand deux responsables de très haut niveau, le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, le président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, qui était deuxième à l'élection présidentielle, puissent discuter pour un renoncement ou un non-renoncement sur une élection présidentielle? Je pense que ce qui est important pour notre pays. Certains pensent que ce serait oui, là. Oui, vous savez, il y a toujours des gens qui pensent. Il y a des gens qui penseront toujours, qui vont spéculer toujours. Mais il faudrait comprendre et écouter. Le président du Conseil économique et social et environnemental a dit pourquoi il est venu avec le président Macky Sall dans un contexte de pandémie à la Covid-19, dans un contexte de crise au niveau mondial. Le président Macky Sall a dit également la même chose. Cette pandémie, et nous ne sommes pas encore sûrs comment ça va se terminer. Pour la première fois, le président Macky Sall s'est prononcé également publiquement sur cette réconciliation dans ce sens. Absolument. Et le président Macky Sall est un homme d'ouverture, c'est un homme de dialogue. Et qu'il continue toujours à tendre la main à la classe politique. Parce que ce Sénégal... Je discuterai avec tous ceux qui le veulent, il l'a dit. À tous, exactement. Exactement. Donc, il n'avait pas un problème de majorité. Vous savez, il a été réélu avec un pourcentage extrêmement important, plus de 58%. Donc, si simplement c'était une majorité politique qu'il cherchait, il l'avait déjà. Il avait cette majorité. Mais c'est un homme d'ouverture. Il a une conception du pays qui dit que le Sénégal, c'est le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Donc, la classe politique qui a un rôle extrêmement important à jouer dans notre pays, cette classe politique a sa place côté de celui à qui les Sénégalais ont fait confiance. On reviendra sur ce point, mais 2024, il y aura une élection présidentielle. Oui. C'est l'ambition de Idrissa Seck. Jusqu'à plus ample informé, il n'y a pas renoncé. Le président Macky Sall, pour 2024, il y a débat. Je ne suis pas le président de la République chez Macky Sall. Je suis Oumar Gueye. La question peut La vous être question posée. de savoir si le président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, va se présenter en 2024 ou pas, je pense que la personne la plus indiquée, c'est de lui poser cette question-là. Sur ce point-là, je ne peux pas me prononcer. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que cette retrouvaille est une excellente chose pour le Sénégal. Pour vous, le président Macky Sall pourrait-il se présenter en 2024? Sur cette question, je ne réponds pas également. Vous savez, ce qui nous préoccupe aujourd'hui dans ce gouvernement-là, ce ne sont pas ces projections. Ce qui nous préoccupe et qui préoccupe au premier chef le président Macky Sall, c'est comment résoudre le problème du développement économique et social de notre pays. Comment mettre en œuvre le plan Sénégal émergent? Comment faire en sorte que l'équité territoriale soit une réalité? Les zones qui n'ont pas encore d'eau, qui n'ont pas encore d'électricité, qui n'ont pas encore de route. Comment faire pour que nous ayons notre autosuffisance en riz, pour que notre agriculture se développe, notre élevage, notre pêche, etc. Notre système
éducatif se porte bien avec tous les efforts qui sont en train d'être faits au niveau du gouvernement, notre système sanitaire par rapport à la Covid-19 qui est actuellement là et qui se réinstalle à nouveau, comment faire pour juguler cette pandémie à la Covid-19? Comment faire en sorte que le PAP 2A, le programme d'action prioritaire, ajusté, accéléré, puisse se dérouler dans de bonnes conditions? Voilà ce qui nous préoccupe, nous. Ce n'est pas autre chose. Faire en sorte que nous puissions avoir des résultats, que son gouvernement se mobilise avec comme leitmotiv la gestion axée sur les résultats. Voilà ce qui nous préoccupe. Troisième mandat ou troisième candidature. On ne peut pas nous poser des questions sur lesquelles ce ne sont pas des préoccupations du moment à l'heure actuelle où nous travaillons. Très bien. Toute notre énergie, je vous le dis Mamadou, du gouvernement est orientée vers les directives et les instructions présidentielles sur ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. Troisième mandat, troisième candidature, ce n'est pas une priorité pour vous? Pour le moment, nous travaillons sur ce que je viens de vous indiquer, sur ces urgences et sur ces bons résultats que nous avons eus depuis 2012, que nous continuons à poursuivre. N'eût été cette pandémie à la Covid-19 qui a été un décélérateur de croissance, nous serions dans des croissances, nous allons atteindre des croissances à 2 chiffres. Ce n'est pas encore exclu, mais nous gérons une situation très particulière qui est cette pandémie à la Covid-19 et ses conséquences au plan économique et social. Alors, le président Macky Sall a dit, je discuterai avec tous ceux qui le veulent. Il y a quelques jours, un projet de loi d'amnistie des crimes économiques et financiers a été évoqué, qui pourrait concerner Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Mamadou, je ne suis pas un devin. Je ne suis pas au courant d'un projet de loi dans ce sens. Donc, je ne pourrais pas aborder cette question, puisque n'étant pas au courant de ce projet de loi. Des contacts entre le président et ses 2 leaders politiques? Je ne suis pas également au courant de cela. Même pas d'une rencontre qui aurait eu lieu entre Khalifa Sall et le président Macky Sall? Je ne suis pas informé ni au courant de ce que vous venez de dire. Un ministre n'est pas donc dans le secret des dieux? Vous savez, un ministre, on lui confie une mission, son homme de mission. Il n'est pas dit qu'un ministre doit être au courant de tout ce que le président de la République entreprend. Attention, ça, c'est pas... Un ministre, il a un décret d'attribution. On lui dit, voilà, vous êtes ministre, voilà vos attributions. Et vous travaillez dans le cadre de vos attributions. Si vous êtes porte-parole du gouvernement, vous travaillez dans le cadre d'être au courant de ce que le gouvernement fait, pour pouvoir en parler, pour pouvoir donner la bonne information, une information officielle au sein du gouvernement. Mais croyez-le, aucun ministre ne peut vous dire que moi je suis au courant de ce que le président fait du matin au soir. Hein. C'est pour ça que quand vous nous posez des questions, nous répondons clairement par rapport à notre niveau d'information. Je ne suis pas au courant, ni de près, ni de loin, ni être informé de ce que vous venez de me dire. Autrement dit, le président de la République peut ou pourrait recevoir Khalifa Sall, en tout cas M. Souleymane Jules Diop l'a dit, sans que vous ne soyez au courant. Absolument. Mais moi, je vous dis, je ne suis pas au courant, je ne peux pas affirmer, infirmer, confirmer ou pas ce que vous venez de dire. Et je vous dis, vous m'avez posé la question de savoir, d'en parler. Je dis, je ne peux pas en parler parce que je ne suis pas informé de cette situation. Si d'autres sont informés, peut-être qu'ils pourront en parler. Moi, je n'en parle pas parce que je ne suis pas informé de cette situation. Est-il concevable pour l'homme politique que vous êtes qu'il y ait une loi d'amnistie dans le cadre de cette réconciliation, de ce dialogue que le président de la République veut inclusif avec tous les acteurs politiques? Vous savez, une loi d'amnistie, c'est d'abord le président de la République qui peut l'initier. C'est de son ressort, ce n'est pas du ressort de son gouvernement. À partir de ce moment, je pense que s'il devait le faire, il lui appartiendrait la latitude de le dire, ou s'il ne doit pas le faire, aussi de ne pas le faire. Vous savez, il y a certains sujets, sauf à vouloir faire de la politique politicienne ou à vouloir faire des choses qu'on ne maîtrise pas,
vous savez, un ministre de la République, c'est une lourde responsabilité. Surtout si vous êtes porte-parole du gouvernement. Vous devez quand même bien mesurer ce que vous dites et ne dire que des choses vraiment officielles. Et ne pas se projeter en conjoncture ou en supposition ou à donner même des opinions personnelles. Parce que là où vous vous trouvez, vous n'êtes pas une personne... vous avez sur vos épaules votre fonction ministérielle et votre fonction de porte-parole. Donc, nous ne pourrons parler que de choses vraiment officielles qui peuvent se passer ou qui pourront se passer en fonction donc des informations qui sont portées officiellement à notre niveau. À préciser aussi que le camp de Khalifa Ababacar Sall a démenti l'existence de cette rencontre qui a été évoquée entre lui et le président Macky Sall. Alors, monsieur le ministre des collectivités territoriales, les élections locales vous concernent quand même en tant que ministre d'abord, mais aussi en tant que maire de Sangalkam. Ces élections reportées à 2 reprises qui auraient dû ou qui devraient se tenir finalement en mars 2021, vont-elles se tenir? À quelle date précise? Les élections vont se tenir. De toute façon, les élections locales, oui, bien sûr, mais quand vont se tenir. Maintenant, quand le camp dépend de beaucoup de choses. Vous savez, nous sommes dans un contexte de dialogue national, de dialogue politique. Ce sont les acteurs politiques qui vont discuter de tout cela, qu'il y ait des consensus autour de ces questions. Et après, le dernier mot, évidemment, reviendra au président de la République. Mais laissons. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout le monde est pressé, dans un monde de vitesse. Pour construire, c'est le respect d'un calendrier. Oui, quand même. Mais vous savez, depuis que le Sénégal est Sénégal, les élections locales ne se sont jamais tenues à bonne date. Je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais dans le contexte particulier où nous sommes, je pense qu'on doit finaliser un certain nombre de choses. Je peux citer quelques exemples. Il y a le dialogue qui est en train de se passer, dialogue politique, dialogue national. Mais nous sommes dans un contexte aussi d'acte 3 de la décentralisation. Acte 3 de la décentralisation qui a comme postulat organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Nous avons évalué également l'acte 3 de la décentralisation. Nous devons aller à la seconde phase de l'acte 3 de la décentralisation. Et les prochaines élections locales devront forcément se faire dans un contexte de deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation. Je peux citer l'exemple. Vous savez, l'article 1 du Code général des collectivités territoriales dit qu'au Sénégal, il n'y a que 2 entités de collectivités territoriales. La commune et le département. Mais au Sénégal, nous avons aussi 5 villes. C'est quoi la place de ces villes-là dans le Code des collectivités territoriales? Une entité ne peut être que commune ou département. Oui. On ne peut pas être département en même temps commune. C'est un peu ce statut hybride des villes. Pour rappel, il y a 5 villes. Oui, il y a Dakar, il y a Pikine, il y a Guédiawaye, il y a Rufisque et Thiès. Il y a 5 villes sur 557 communes. 599 collectivités territoriales, si on y ajoute les 42 départements collectivités territoriales. Donc, aujourd'hui, nous devons nous conformer au Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire l'existence que de 2 entités, le département et la commune. Donc, toutes ces choses-là, il faudrait donc les travailler pour aller dans ces élections avec des entités conformes au Code des collectivités territoriales. Il y a aussi les incohérences territoriales que nous avons notées. Moi, partout où je passe, quand je fais une tournée, je suis à ma 3e tournée dans les régions, au niveau du Sénégal, on nous parle de ces incohérences, qui sont aussi des réalités. Donc il va falloir corriger ces incohérences-là. Il y aura donc un nouveau découpage ou redécoupage. Oui, disons, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y aura pas de fusion ou de suppression de communes. Les communes existeront. Mais il y aura des corrections nécessaires. Voyez-vous, il y a des communes qui étouffent. De grandes communes qui étouffent, qui n'ont plus
de terroir. À côté, ces grandes communes-là, avec des populations extrêmement importantes, sont sur un territoire très, très faible, très petit en superficie. À côté, il y a de grandes communes qui ne sont pas très peuplées. Et ces grandes communes en termes de superficie et qui ont des populations moindres. Donc, il faut envisager de pouvoir augmenter ces communes-là. Donc, tout cela, ce sont des travaux sur lesquels nous sommes. Et nous devrions partir sur la base de ce redécoupage, pas découpage politique, hein, attention, mais de rééquilibrer, d'amener des corrections sur certains redécoupages qui avaient eu lieu dans le passé, pour avoir des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. Ça voudrait dire quoi? Je donne l'exemple de Dakar, puisque c'est la capitale. Est-ce qu'on reste toujours sur les 19 communes? Pour Dakar, vous savez que le président Macky Sall a parlé, là je reviendrai tout à l'heure, c'est sur Keur Massar. Sur Dakar, il y a 19 communes, mais sur Dakar, il y a aussi une ville qui est en même temps département, qui est en même temps commune. Une commune qui est dans son périmètre, c'est d'autres communes. Oui. C'est une situation hybride. Oui, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Logiquement, si on s'en tient au code général des collectivités territoriales, il y aura un département à Dakar, collectivité territoriale, oui, et les 19 communes. Et les communes. La ville va disparaître comme collectivité territoriale. Normalement, la ville n'a pas sa raison d'être. Autrement dit, on ne parlera plus de maire de la ville de Dakar. Du président du conseil départemental de Dakar. Donc, comme le président du conseil départemental le maire de la ville de Dakar va disparaître. S'il n'y a plus de ville, il n'y aura plus de maire de ville. Mais il y aura des communes parce que... Est-ce que ce ne serait pas là une décision politique? Non, ce n'est pas face à une équation politique, non, puisque pas du gagner tout. À Dakar n'est jamais une certitude. Pas du tout, mais pas du tout. Vous savez, il y a des villes qui sont contrôlées par la majorité présidentielle. Guédiawaye. La ville de Guédiawaye, le maire, il est de l'APR. La ville de Pikine, le maire, il est de l'APR. La ville de Thiès, le maire est dans la mouvance présidentielle. Donc sur les 5 villes, au moins, on peut dire les trois maires de ville sont dans la mouvance présidentielle. Donc ce n'est pas ça le problème. Oui. Le problème, c'est de conformer et de conforter les collectivités territoriales en fonction du code général qui, je le répète, dans son article premier dit il n'y a que 2 entités, le département et la commune. Récapitulons, les villes comme collectivités locales de Dakar, de Pikine, de Guédiawaye, de Rufisque et de Thiès vont normalement disparaître. Si on se conforme au code des collectivités territoriales, la réponse est oui. Il n'y a que le département et la commune qui existent. Ces élections locales auront lieu quand? Alors, ces élections locales auront lieu quand toutes les conditions seront réunies par rapport à toutes les réformes qui doivent se passer et par rapport au consensus, il y a une discussion avec la classe politique. Et à partir de ce moment, le président de la République pourra fixer la date pour aller vers ces élections locales. Vous ne vous engagez pas sur 2021? Je ne peux pas m'engager ni sur 2021, ni sur début 2022. Vous savez, moi, je ne veux jamais annoncer des choses qui, à la suite, vont se révéler inexactes. Donc, mais ce qui est certain, c'est que nous irons vers des élections locales. Ça, c'est certain. Et êtes-vous favorable à un couplage entre les locales et les législatives prochaines? Ces 2 élections complètement différentes. Oui. Vous savez, dans un pays, lorsqu'on est dans un champ de discussion de la classe politique, il faut leur permettre de donner leur point de vue et leur avis sur ces questions. La classe politique pourrait arriver à ces résultats, comme elle pourrait ne pas arriver à ces résultats. Moi, je réserve mon opinion, je ne veux pas vous la donner ici. Très bien. Mais laissons à la classe politique et à ces entités qui sont en discussion de donner leur position par rapport à cette question. Et in fine, le président de la République prendra les décisions qui s'imposeront en fonction de ça. Oumar Gueye, candidat à sa propre succession à Sangalkam? Vous savez, Oumar Gueye et Sangalkam, c'est
C'est une histoire très ancienne. J'aime toujours dire, moi, quand je voyage à l'extérieur du pays, à l'étranger, dès que j'arrive, on me dit « Ah, Oumar Gueye Sangalkam ». Mon nom est très lié à Sangalkam. Ouais. Ça, c'est depuis très longtemps d'ailleurs. Ouais. Chaque fois que je fais une liste à Sangalkam, dans la commune ou l'ex-communauté rurale, je gagnais, que je sois dans la majorité ou dans l'opposition. Donc il y a un lien très important. Le moment venu, j'aviserai. Nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, je suis maire de cette commune et j'aime bien cette élection de maire de Sangalkam que j'exerce avec mon conseil municipal, mon bureau municipal. Oui. Et nous avons réalisé énormément de choses dans cette zone-là. Et surtout avec l'arrivée du président Macky Sall, la zone a complètement changé. Oui. Et bon, pour le moment venu, vous savez, oui. Nous sommes quand même dans un parti et une coalition. C'est le parti et la coalition qui va désigner, qui va, en fonction de plusieurs données, qui sera candidat à telle localité. Parce que, n'oublions pas que nous allons aussi vers une révision qui fera en sorte que c'est la tête de liste maintenant qui sera maire. Le maire sera élu directement donc, au suffrage universel direct. Le parti aura son mot à dire, le président de la République aura son mot à dire sur le choix des différents maires qui seront tête de liste. Avez-vous envie de continuer ou de vous arrêter? Quelle que soit la forme, moi, Sangalkam, je continuerai toujours à travailler pour Sangalkam. Toujours, depuis très longtemps. Je l'avais fait avant d'être maire. Oui. Je le ferai quand je serai plus maire. Mais de toute façon, un jour viendra où moi, je ne serai plus maire de Sangalkam. Ce n'est pas des choses qu'on a ad vitam aeternam. Ou même, à un moment donné, de toute façon, on n'est plus maire. Hein, ça, c'est certain. Cher Thiam, qui vous pose la question suivante. Depuis l'acte 3, qu'est-ce qui a vraiment changé au niveau des collectivités locales et du vécu des populations administrées? Y a-t-il une évaluation? Avec quels résultats? Alors, depuis l'acte 3, beaucoup de choses se sont passées dans les collectivités et en bien. Je donne un exemple sur les dotations des collectivités territoriales. En 2012, le fonds de dotation des collectivités territoriales était de 16 milliards. En 2020, ces dotations étaient de l'ordre de 25 milliards. En 2012, le fonds d'équipement des collectivités territoriales était de 12 milliards 500. Et en 2020, ces fonds sont de presque 30 milliards. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le fonds de dotation est passé de 25 milliards à presque 27 milliards et le fonds d'équipement est passé de 30 milliards à presque 32-33 milliards. Donc, il y a eu une progression importante des ressources de l'État vers les collectivités. Ça, c'est un. Sans compter la contribution économique locale, sans compter le PACASEN, 130 milliards pour 123 communes qui ne l'avaient pas avant l'acte 3, sans compter les ristournes, ce qu'il est convenu d'appeler le fonds minier, etc. Donc, du point de vue transfert de l'État vers les collectivités, entre 2012 et maintenant, ça a été multiplié par 2, voire même 3. Ensuite, l'égale dignité des collectivités territoriales. Parce qu'avant, il y avait des communes et des communautés rurales, mais qui n'étaient pas à la même enseigne, qui n'étaient pas logés à la même enseigne. Par exemple, le maire était officier principal de l'état civil. Le président du conseil rural, non. Officier secondaire, c'était le sous-préfet qui était l'officier principal. L'acte 3 a réglé cette question. Tous les maires qui soient issus d'une zone rurale urbaine sont des officiers principaux d'état civil. Ensuite, la fonction publique locale, qui est aussi un pendant de l'acte 3 de la décentralisation. Le constat de Cheikh Thiam, c'est que la pauvreté est toujours là. Est-ce que les communes telles qu'elles sont constituées sont performantes pour dérouler des politiques économiques, sociales et culturelles viables? Vous savez, une commune est un démembrement de l'État. La notion de développement d'une commune ne peut pas se mesurer à l'aune de ce que fait la commune tout simplement. Il faut y ajouter ce que l'État central fait. Vous savez, les programmes d'équité territoriale, le PUDC, le PUMA, Promoville, mais tous ces programmes-là que l'État fait, mais l'État les fait où? Dans les communes. Le programme des 50 000 lampadaires, parce que je vois beaucoup de maires, nous-mêmes nous en avons bénéficié. Quand je vais à Sangalkam, on me dit, mais monsieur le maire, nous sommes contents, nous vous remercions. Je dis, remerciez le président Macky Sall.
C'est son programme, les 50 000 lampadaires. Et aujourd'hui, il va ajouter 100 autres 1000 lampadaires. Mais tous ces programmes-là qu'il fait, il les fait sur un territoire, dans une commune. Maintenant, il faut y ajouter ce que les communes font directement, en fonction aussi de leur budget. Un programme de lampadaires confié quand même à une société française. Mais vous savez... Est-ce qu'on n'aurait pas dû confier ce marché de 50 milliards au moins à des sociétés sénégalaises qui peuvent faire le job? Vous savez, que feraient ces sociétés? Les installer. Parce qu'on ne construit pas de lampadaires solaires ici au Sénégal, à ce que je sache. Ni les lampadaires, ni les lanternes, ni les cellules photovoltaïques, etc. Il faudrait que nous puissions... Vous le dites quand même, nous devons dépasser... 8 ans après l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall et 60 ans après l'indépendance du Sénégal. 8 ans le Sénégal après... a existé bien avant la colonisation. 8 ans après l'arrivée du président Macky Sall, en 2012, nous n'avions que 500 mégawatts de production d'énergie. Actuellement, nous avons plus de 1300 mégawatts de production. Vous savez les urgences qu'il fallait régler pour le président Macky Sall, et qui sont des urgences où aucun pays ne peut faire l'économie. C'est quoi? C'est l'énergie et les infrastructures. Lorsque le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, 500 mégawatts, vous vous rappelez quand même des émeutes de l'électricité. L'urgence pour le président Macky Sall, c'était d'assurer une autosuffisance en énergie, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Plus de 1300 mégawatts. En 2012, 24% seulement de nos villages étaient électrifiés. À l'heure actuelle, nous avons presque 60% d'électrification rurale. En 2012, nous n'avions que 32 km d'autoroute. Actuellement, nous avons plus de 225 km d'autoroute, etc. Sans compter les programmes d'équité comme les bourses de sécurité familiale, la carte d'égalité des chances, la couverture maladie universelle. Mais tout ça... sur un temps très court de 8 ans, pouvoir engager autant de projets sans compter le problème de la mobilité urbaine. Le TER, le BRT, sans compter les infrastructures portuaires, aéroportuaires. Et vous prenez comme élément simplement des lampadaires qu'on installe. On était sur le sujet des lampadaires. Je dis, mais tous ces efforts-là, est-ce qu'ils ne doivent pas s'accompagner du développement également des entreprises locales? Mais bien sûr, mais vous savez que le président Macky Sall, dans le PAP 2, je vous invite sur le PAP 2, le programme d'action prioritaire ajusté et accéléré, 39% des investissements attendus sur le PAP 2, mais c'est pour le privé national et le privé international. Vous savez, nous sommes dans un monde ouvert. Certains investissements ne peuvent être faits que par le privé. C'est pour ça qu'on leur a réservé 39% du PAP 2A. Il y a de la place, il y a de la matière, il y a l'initiative. Le privé peut avoir aussi l'initiative de dire... se retrouver et monter des unités d'installation de lampadaires. Très bien. Il y a deux autres gros thèmes qui nous restent dans cette émission, Monsieur le Ministre, vous permettez. L'aménagement du territoire, c'est quand même un pan important de votre département. Vous avez même commencé des tournées de communication, de vulgarisation du programme national de l'aménagement du territoire qui a été adopté. Quelles sont, mais très rapidement, les grandes lignes de ce programme national d'aménagement du territoire et qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est très important. C'est qu'un pays ne peut pas se développer s'il n'aménage pas son territoire. Nous avons le plan Sénégal émergent, mais sa déclinaison spatiale, c'est le PNADT, le plan national d'aménagement développement des territoires. Plan et non programme. Toutes mes excuses. Plan. Donc, à partir de ce moment, on est parti d'un constat. Parce qu'en vérité, le Sénégal n'a jamais eu un plan cohérent d'aménagement de son territoire. On est parti d'un constat que le Sénégal se développe simplement sur l'axe Saint-Louis, Thiès, Mbour et on descend un peu vers Ziguinchor. Le tiers ouest se développe. Les 2 tiers ouest ne se développent pas. Pourquoi? Parce que simplement, on ne s'est pas occupé de l'aménagement du territoire. Pourquoi Dakar, aujourd'hui, on souffre? 0,3% de la superficie et 25% quasiment de la population. Tout le monde vient à Dakar. Pourquoi tout le monde vient à Dakar? Parce que pour se soigner, il faut venir à Dakar. Pour étudier, il faut venir à Dakar. Pour trouver du travail, c'est Dakar. 80% de notre économie se trouve à Dakar. De ce point de vue-là, le président Macky Sall veut une inversion. On planifie le pays, on l'organise avec des zones d'affectation. Toutes les zones ont des identités remarquables en fonction de leurs propres ressources. C'est ce que vous appelez pôle territoire.
Non, le pôle territoire, c'est autre chose. Par exemple, vous allez en Casamance, les régions de Ziguinchor, de Sédhiou, Kolda, constituent le pôle territoire Casamance. Mais c'est ce qu'on appelle les métropoles d'équilibre. Dakar est une métropole internationale. On en a 10 métropoles d'équilibre, dont Saint-Louis, dont Thiès, dont Mbour, dont Touba, Ziguinchor, Kolda, Kédougou, Matam, etc. Ces métropoles d'équilibre, le président Macky Sall a dit on va faire des investissements qui s'approchent de ce que Dakar a, pour que les populations alentours puissent rester dans leur zone. Pour étudier, elles vont rester. Pour se soigner, elles vont rester. Pour trouver du travail, elles vont rester, avec le développement des agropoles qui vont valoriser nos productions. Parce que l'aménagement du territoire, c'est aussi la valorisation de ce que nous produisons, que nous ne puissions plus exporter. Il y a quelqu'un qui donne un exemple, vous savez, les cure-dents. Quand vous mangez là, vous avez envie d'enlever les... Mais nous les importons. Pourtant, le bois, c'est 14 000 km de voyage. On fabrique ces cure-dents, 14 000 km de voyage, pour revenir ici, et nous, on les achète ici. Nous pouvons les faire. Les cotons-tiges. C'est ce que je disais tout à l'heure des lampadaires. Oui. Les cotons-tiges. Oui. Prenez des cotons-tiges. On n'en fabrique pratiquement pas. Pourtant, nous avons du coton. Oui. Les babouches là que nous mettons là, 90%, et on les tout cela, on pourra le fabriquer, ça, mais suivant quel horizon et quel est le coût de ce plan? L'horizon, c'est 2035. Nous sommes en train d'implémenter le plan. Pour avoir du cure-dent. Non. Disons, c'est dans cet espace. Non, c'est dans cet espace-là, temporel, que nous mettrons. On n'a pas dit on attend jusqu'à 2035. C'est-à-dire l'horizon de la planification, c'est 2035. Mais nous mettrons une cohérence. Ensuite, tous les grands projets qui vont se faire d'ici 5-15 ans, nous allons faire de la réservation foncière pour éviter de payer des impasses. Le coût de ce qu'on appelle le visa de localisation. Le coût de ce plan. Alors, ce plan, il y a une loi qui va être votée à l'Assemblée nationale, la LOADT, qui est passée déjà en Conseil des ministres et qui va bientôt passer à l'Assemblée nationale. Et il y aura ce qu'on appelle un fonds d'impulsion à l'aménagement du territoire. Une fois que la loi est votée, le décret d'application, les décrets vont être pris, et à partir de ce moment, le montant nécessaire maintenant pour la mise en œuvre de ce plan, du point de vue appui, va se mettre en place. Deuxième vague de Covid, on peut le confirmer au Sénégal, elle est là, cette deuxième vague, parce que lors de votre face-à-face avec le gouvernement, quand le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a dit la deuxième vague est là, vous, porte-parole, vous avez semblé un peu nuancé. Non, pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Elle est là, cette deuxième vague. D'abord, je précise, il ne peut pas y avoir de dissonance dans un gouvernement. C'est impossible. Moi, ce que j'ai dit, avant que le ministre ne prenne la parole, j'ai dit, au moment où nous parlons, nous ne sommes pas à l'abri. Les mots ont leur sens d'une deuxième vague. Le ministre de la Santé est venu en disant, on peut considérer maintenant que nous sommes au niveau de la deuxième vague. Donc, il n'y a pas de dissonance. Nous sommes sur la deuxième vague. Tout à fait, sans équivoque. Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer à prendre les mesures barrières, les masques, les gants, les gels, la distanciation, et éviter en tant que se peut les grands rassemblements. Je pense que ça, c'est également important. D'où la préoccupation des acteurs sportifs et culturels. La Fédération sénégalaise de football, par la voix de son président, a dit il faut permettre quand même que les matchs de football puissent se jouer comme cela se passe ailleurs. Est-ce que exception sera faite de cela? Est-ce que exception sera faite également en faveur des acteurs culturels en plein mois de décembre pour certains rassemblements? Vous savez, le président de la République a dit, si vous écoutez le dernier communiqué du Conseil des ministres, qu'il va très prochainement présider le comité de gestion de la pandémie, le comité national de gestion de l'épidémie. Et vous savez, le président de la République, avant de prendre une mesure, s'entoure toujours de l'expertise des sachants, des professionnels de la santé. Il l'a toujours fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu beaucoup de succès sur la gestion de cette pandémie-là. Évidemment, le président Macky Sall, réunissant ce comité, très bientôt, il l'a dit, va en tirer toutes les conséquences et va dire ce qu'il y a lieu de faire in fine. Mais en attendant, il y a des mesures urgentes à prendre. Ce sont ces mesures que le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté. Il faudrait respecter cet arrêté-là. Et ensuite, le ministre de la Santé également l'a dit sur les gestes barrières et sur le fait qu'il est nécessaire absolument à tout un chacun de faire en sorte
de protéger son vis-à-vis. Moi, quand je mets un masque, je vous protège. Quand vous mettez votre masque, vous me protégez. Interdiction de rassemblement, cela reste valable aussi bien pour le sport que pour la culture. Nous en tenons à ce qui a été dit officiellement par les ministères sectoriels. Et je vous dis que le président Macky Sall va réunir très prochainement le comité national de gestion de l'épidémie, de la pandémie. Et puis, il y a aussi dans le domaine scolaire les vacances qui ont été décalées. Il n'y aura pas de fête de Noël, mais plutôt fin janvier, début février 2021. Il n'y aura pas de fête de Pâques non plus, qui auront lieu fin avril, début mai. Et puis, l'année scolaire va se terminer le 14 août 2021. Des mesures fortes quand même. Oui, des mesures fortes. Vous savez, cette pandémie-là nécessite des ajustements, des réajustements pour faire en sorte que notre système éducatif, qui est très important pour notre économie, puisse se poursuivre, mais en tenant compte d'un certain nombre d'aléas et d'aspects. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall prend ces mesures-là pour pouvoir assurer une bonne année scolaire pour l'ensemble de nos apprenants. Oui, tenir compte aussi de ces mesures. Il y aura forcément des mesures d'accompagnement. C'est tout à fait nouveau. Les fêtes de Noël, cela a toujours existé. Les fêtes de Pâques à des dates précises. Vous savez, à l'heure actuelle, je pense que la préoccupation essentielle, c'est vraiment comment s'en sortir pour cette pandémie. L'esprit de fête, nous pouvons l'avoir, mais le contexte quand même est très particulier au niveau mondial et même au niveau africain, et même chez nous. Une pandémie présente à l'Assemblée nationale, d'où la vigilance aussi, l'observance des règles de la part des autorités politiques aussi. Tout le monde doit être vigilant. Hein. La pandémie n'a pas ne reconnaît pas un ministre ou un député ou autre. Non, la pandémie, cette pandémie, elle est là. Il faut que nous soyons tous vigilants. Et nous souhaitons un bon rétablissement pour ceux qui sont aujourd'hui malades de cette Covid-19. Dernière chose, monsieur le porte-parole du gouvernement, rapport de l'ARMP et indice de corruption avec le Sénégal qui est toujours dans la zone rouge. On a également dernièrement parlé des rapports de l'IGE, de l'OFNAC, de la Cour des comptes qui épinglent des autorités contractantes. La gestion sobre et vertueuse n'est-elle pas mise à mal? Non, la gestion sobre et vertueuse est toujours une priorité et une préoccupation pour le président Macky Sall et son gouvernement. Vous savez, quelquefois on utilise des vocabulaires un peu épinglés. C'est-à-dire nous avons quand même quelque chose qu'il faudrait revoir dans nos... Quand on regarde toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de passation de marché, etc. Savez-vous que les passations de marché, on doit les publier dans le portail de la DCMP ou plus tard le 1er décembre. Si quelqu'un le fait le 2 décembre, on va dire cette entité est épinglée 2 décembre. Et quel que soit le niveau où on se situe, il faut bien creuser et voir avant d'accuser, avant de traîner en bout des institutions ou des... Il faudrait quand même regarder un peu au fond qu'est-ce qu'on pourrait reprocher. Ensuite, deuxième chose, ces rapports doivent être aussi didactiques. C'est-à-dire ces rapports doivent être utilisés aussi par les entités pour pouvoir s'améliorer et éviter certaines erreurs qui peuvent se passer mais quand des dans fautes les de gestion ou des situations même parfois de détournement. On ne peut pas parler simplement d'épingler Massamba. Tout le monde n'est pas épinglé, monsieur le ministre, mais quand on parle de faute de gestion ou parfois de détournement, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir de poursuites judiciaires? Là, il faut laisser les textes. Vous savez, le Sénégal est très organisé du point de vue législatif, réglementaire, judiciaire. Là, il faut laisser aux entités toutes leurs responsabilités par rapport à cela. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais moi, je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas jeter en pâture tout le monde. Quand quelqu'un maintenant fait une faute effectivement reconnue, c'est une faute, la personne doit assumer. Et ce qui doit être fait, ça, il n'y a pas de problème. Le gouvernement n'a jamais dit... Je ne le dis pas. Je dis simplement que chacun fasse son travail, c'est tout. Mais je vous ai donné l'exemple de cette 1er décembre et 2 décembre où on parle épinglé parce qu'il n'est pas simplement
envoyé à la DCMP. Par exemple, je donne cet exemple-là. S'il l'envoie le 2, oui, il aurait dû le faire le 1er, mais il l'a fait le 2. Mais si le 1er est un dimanche ou un samedi, il le fait le 2, on dit non, il est épinglé. Non, il faut qu'on regarde tout ça. Mais moi, je considère que ces rapports-là sont importants et il faut en tenir compte pour que les choses s'améliorent davantage. Merci Omar Gueye, ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement. Vous êtes membre du secrétariat exécutif du parti présidentiel APR et maire de Sangalkam. Jury du dimanche, Mahmoud Ibra Kane, à la technique Masmoub Babacar Ndiaye, Iba Marsen pour la prise de son. Immédiat SN Babacar Fall et Pape Doudou Diallo pour la photo. Réseaux sociaux, Biram Pouy, Mamadou Diagne. Merci. Bon dimanche. Rendez-vous dimanche prochain.